Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ici Bernard Drainville. Bienvenue à La Part des choses. On a de plus en plus de parents, de grands-parents qui sont dans des centres d'hébergement privés, dans des résidences privées. Ce soir, on se demande s'ils sont en sécurité. C'est certainement la question que pose la coroner Catherine Rudel-Tessier qui vient de publier son rapport d'enquête sur la mort de 5 personnes âgées qui vivaient en foyer privé et dont le décès aurait pu être évité. Alors, il y a 2 dames qui sont mortes à la suite de chutes. Il y en a une qui s'est ébouillantée dans son bain, une autre qui a été retrouvée étranglée par un gilet de contention là, qui visait à l'attacher à son lit, et un monsieur est mort de négligence et de manque de soins. Alors, pourquoi ces décès? La coroner dit, entre autres, parce que les propriétaires de ces résidences privées et leur personnel n'étaient pas assez formés pour bien s'occuper de leurs pensionnaires. Alors, conclusion de la coroner, il faut que le gouvernement s'en mêle. Il faut que le gouvernement contrôle mieux ces résidences privées. Alors, ce soir, vous allez entendre le ministre de la Santé, Philippe Couillard, vous dire que c'est justement son intention. Il y a une nouvelle loi qui a été adoptée en décembre. Ça va permettre ce meilleur contrôle, dit-il. Vous allez voir qu'il ne convainc pas tout le monde. Il ne convainc pas, entre autres, Hélène Rumac, qui est juste à côté de moi, que vous allez entendre dans un instant. Bonne émission, Mesdames, Messieurs. Alors, Madame Rumac, elle est déjà venue à notre émission. Vous la reconnaîtrez pour les habitués. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année. Merci, vous aussi. Votre organisme s'appelle Handicap Vie Dignité. Vous représentez les personnes handicapées et les personnes âgées les plus vulnérables. Les sans-voix. Les sans-voix, celles qui sont en institution, entre autres. C'est ça. Alors, on va écouter ensemble, Madame Rumac, avec tous les gens qui nous écoutent, cette entrevue qu'on a réalisée un peu plus tôt cet après-midi avec le ministre Couillard. Et tout de suite après, elle va vous dire ce qu'elle en pense. Elle est assez critique du ministre habituellement. Mais d'abord, l'entrevue, Mesdames, Messieurs. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Dans son rapport, la coroner écrit ceci. L'enquête a permis de constater un laisser-aller dangereux à l'égard de ces personnes vulnérables qui ont pourtant le droit de compter sur des soins et des services de qualité et de vivre en toute sécurité. Un laisser-aller dangereux. Est-ce que ça vous inquiète de lire ça dans un rapport de coroner? C'était la réalité. En fait, l'État ne s'était donné aucun moyen de surveillance quant à la qualité et le type de soins qui sont donnés dans ces résidences privées. C'est la raison pour laquelle nous avions déposé le projet de loi qui est devenu la loi 83, adoptée en décembre, oui, à l'unanimité de l'Assemblée, je tiens à le dire, dont un des axes principaux est la certification obligatoire de toutes les résidences privées pour personnes âgées au Québec. Il y en a 2400? Il y en a 2500, okay. 85 000 personnes âgées, à des degrés très variables de perte d'autonomie. On connaît tous des gens qui sont très autonomes, qui sont dans ces résidences-là. Et il y a des gens qui le sont moins également, qui y sont. Alors, et qui ont des services. Donc, ce programme de certification est obligatoire pour toutes ces résidences, s'appuie sur des critères de type socio-sanitaire, avec les services qu'on donne aux personnes, mais également sur les bâtiments, la sécurité, etc. Alors, justement, pour avoir un permis, une résidence privée va devoir respecter, sans aller trop dans les détails, là, quels sont les 2 ou 3 grands critères sur lesquels vous allez vous appuyer pour leur permettre d'exploiter? Parce que si elles n'ont pas de permis, vous les fermez, là. C'est-à-dire qu'elles doivent détenir des certificats de conformité. Oui. Et si elles n'ont pas ce certificat, il y a des amendes et elles doivent se soumettre à des ordres de correction ou alors fermer leurs portes. Mais j'insiste pour dire que l'émission de ces certificats ne vise pas à fermer des résidences privées. Ils visent à améliorer, lorsque nécessaire, les services dans ces résidences privées, parce que ne démonisons pas non plus le monde des résidences privées. Je pense qu'en général, les services y sont bons. Mais la base sur laquelle on va s'appuyer pour donner ces certificats-là, c'est d'abord ce qu'on appelle les critères socio-sanitaires. Comment est-ce qu'on s'occupe des personnes? Est-ce qu'on les nourrit correctement? Est-ce qu'on s'occupe d'elles en les transportant de façon sécuritaire? Est-ce qu'on leur donne leurs médicaments aux heures appropriées? Est-ce que si elles ont des problèmes cognitifs et qu'elles sont donc à risque de fuguer, est-ce qu'on les surveille également correctement? Et parallèlement à cet ensemble de critères qu'on appelle sanitaires, si vous le voulez, il y a également d'autres critères sur la base des règlements existants du Code municipal, par exemple, ou de la sécurité civile. Ou du Code du bâtiment. Voilà. S'assurer que les rampes d'escalier soient assez hautes pour pas que la personne tombe dans... Exactement. Bon. Et l'autre aspect également, que d'ailleurs le coroner mentionne dans son rapport, c'est qu'on a souligné à juste titre depuis quelques années que le protecteur ou la protectrice des usagers n'avait pas le droit de regard dans ces résidences privées. La loi 83 donne le mandat au protecteur des usagers d'intervenir dans les résidences privées. Donc, il y a un progrès considérable. C'est une espèce d'ombudsman qui existe déjà. Qui existe, mais là, vous allez dans la loi que vous avez fait voter en décembre, vous, dans le fond, vous mettez en pratique déjà une des recommandations de la coroner. La quasi-totalité des recommandations
sont en vigueur, soit par voie législative, depuis qu'on est arrivé au gouvernement, soit par autre politique réglementaire au financement. Il y en a une qui est nouvelle, qui est intéressante. Oui. C'est la question de l'étude plus approfondie des décès des personnes âgées, notamment dans les résidences privées ou les centres d'hébergement. On sait qu'on a un programme de déclaration très précis pour les décès d'enfants. Il serait peut-être intéressant d'appliquer un programme semblable pour les personnes âgées. On y réfléchit actuellement. Ça pourrait ressembler à quoi? Bien, s'assurer que les déclarations de décès, par exemple, lorsqu'il y a eu un accident ou un défaut dans les soins, reflètent exactement cette situation-là. D'ailleurs, c'est une partie du rapport que j'ai lu avec intérêt. On mentionne, par exemple, les chutes dans les résidences privées. Il faut savoir que les chutes sont un mécanisme très important d'hospitalisation chez les personnes âgées en général. Il y a environ 600 décès par année au Québec pour toutes les personnes âgées, pas seulement celles qui sont en résidence, mais également à domicile, surviennent suite à des chutes. Mais quelle serait la différence entre ça puis la loi qui oblige, si je ne m'abuse, les résidences à déclarer toute mort violente? Ils doivent déclarer au coroner les morts violentes. Ils doivent le faire, puis le médecin d'ailleurs, puis je le souligne pour les médecins qui sont à l'écoute, les médecins qui remplissent des certificats de décès doivent également, s'ils soupçonnent qu'il y a eu une négligence ou une autre action suspecte, déclarer le décès pour étude au coroner. Mais on voudrait ajouter à ça, c'est ce que la coroner nous recommande de faire, une étude plus approfondie des circonstances de ces décès-là. Avec un comité. Avec une sorte de surveillance continue. Il est trop tôt pour se statuer sur la façon dont on pourrait le faire. D'ailleurs, elle n'est pas très détaillée à ce sujet-là. Mais on a trouvé cette recommandation intéressante au ministère, mais je répète que la quasi-totalité des autres recommandations du coroner, de la coroner, sont en place soit par voie législative récente avec la loi 83, soit avec d'autres projets de loi, soit avec des règlements qui ont été adoptés, soit avec des politiques ministérielles également qui sont en place. Elle parle beaucoup de formation, la coroner. Formation des gens qui s'occupent de nos personnes âgées dans ces résidences privées, mais également des propriétaires. Oui. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Alors, la formation, il y a la formation dans le réseau public, puis il y a la formation dans les résidences privées. Dans le réseau public, on a investi là-dedans déjà suite aux événements dont vous vous souvenez, là, Saint-Charles-de-Romée et autres. Dans les ententes normatives récemment signées avec les syndicats, il y a un budget de 14 millions uniquement pour la formation des préposés. On sait que le gros des préposés travaille beaucoup dans les milieux d'hébergement de longue durée. Donc voilà pour le réseau public. Pour le système des résidences privées, le certificat dont je vous parlais tantôt va contenir dans les critères également l'aspect de la formation des employés. Par exemple, est-ce qu'ils sont formés à la réanimation cardio-respiratoire, à la manipulation sécuritaire des personnes. Pour ce qui est des propriétaires, votre question des résidences et du personnel pour d'autres aspects de formation, l'Association des CHSLD et des résidences privées du Québec a un programme de formation qui est disponible, qu'il faudra peut-être étendre, on le verra avec eux. D'ailleurs, on est en consultation actuellement pour finaliser le règlement qui va donner lieu à la certification dont je vous parle actuellement. Ah oui, OK. Alors, on est actuellement en conversation avec les associations, avec les personnes âgées, du moins leurs représentants, avec les professions, de façon à ce qu'on ait un certificat qui ne soit pas trop compliqué, parce que si c'est trop compliqué, c'est très difficile à les mettre en application de façon correcte, mais également qui reflète des points essentiels parmi ceux qui ont été soulevés par le coroner. Donc, dans ce fameux règlement sur l'octroi des certificats de conformité, il va y avoir une espèce de marche à suivre pour que les propriétaires de résidences se mettent aux normes. D'ailleurs, on avait déposé une ébauche en commission parlementaire lorsqu'on a fait l'étude détaillée du projet de loi. Ce document est disponible. Il a d'ailleurs été distribué, une ébauche de ce que pourrait être la grille de critères de type socio-sanitaire et la marche à suivre à partir du moment où la résidence fait une demande d'obtention d'un certificat, la marche à suivre qui mène à l'obtention de ce certificat-là et à son renouvellement ou même à son abrogation en cours de validité si nécessaire. Alors, c'est une démarche qui est très importante, qui présente un certain degré de complexité. J'ajoute qu'à ma connaissance, le Québec est la première juridiction au Canada à poser ce geste-là, un geste qui est encore une fois attendu depuis de nombreuses années dans ce milieu de l'hébergement des personnes âgées. Donc, on peut penser que dans les prochains mois, à un moment donné, vous allez annoncer, vous allez dire, voici les critères qui vont devoir être rencontrés en matière de formation du personnel, formation des propriétaires, les soins, la sécurité des bâtiments. Et voici combien de temps vous avez, les 2500 résidences privées, pour rencontrer ces critères. Je peux déjà vous donner un aperçu de l'échéancier. Donc, la loi a été adoptée en décembre. On devrait finaliser le règlement et faire adopter le règlement avec, vous savez, les démarches de prépublication, Gazette officielle, pour le printemps, ici, 2006. Première certification concrète à l'automne 2006. Et à partir du moment où on commence le processus pour certifier toutes les 2500 résidences du Québec, ça va nous prendre environ 2 ans pour ce premier cycle de certification. Et par la suite, c'est un processus qui va être continu. OK. Il nous reste 2 minutes, Monsieur le ministre. Madame Rumac, qui va vous suivre, elle est très critique. Elle dit, entre autres, qu'au niveau de la transparence, votre ministère, ne fait pas suffisamment pour obtenir l'information sur le nombre de chutes, le nombre de clés de lit, le nombre de décès, que le système de santé au Québec n'est pas
suffisamment exigeant, non seulement par rapport au CHSLD, les établissements, les centres d'hébergement public, mais par rapport aux résidences privées également. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour la rassurer? D'abord, sur la question de la transparence, je suis d'accord avec ce type de remarque et je partage, moi, l'objectif d'assurer plus de transparence parce que j'en fais la transparence elle-même un facteur d'amélioration de la qualité. Prenez la question du c'est difficile. Oui. C'est à partir du moment où ça a été très public, qu'on a pu savoir hôpital par hôpital le nombre de cas, que vraiment les actions sont devenues beaucoup plus concertées, beaucoup plus vigoureuses. On a assisté à l'amélioration. Même chose pour les éléments que Mme Rumack souligne. J'apporte cependant un certain bémol, autant qu'il est facile et légalement aisé de le faire dans le réseau public, dans une résidence privée qui est le domicile de la personne, c'est un peu différent. Mais avec ce processus de certification que nous mettons en place, là, je crois qu'on fait un pas significatif au Québec pour la condition de vie de nos personnes âgées. Et j'accueille avec intérêt la recommandation quant au suivi des décès également en résidence privée. Mais vous allez avoir quoi, des inspecteurs qui vont aller dans les résidences privées pour s'assurer d'abord que les critères sont respectés et par la suite, une fois que vous avez donné le certificat, le permis, vous allez avoir les mêmes inspecteurs, présumément, qui vont retourner pour s'assurer qu'il y a un suivi qui est fait et qui continue de respecter? Il y aura toujours possibilité de faire des plaintes. Il y a la possibilité pour la protectrice des usagers, dont je parlais tantôt, d'intervenir directement dans une résidence privée, ce qui n'était pas possible, ce qui pourrait mener à l'abrogation ou la suspension du certificat de conformité pour une résidence privée. Mais je voudrais quand même insister sur ce point parce que dans ce type de situation, M. Drainville, on a tendance beaucoup à insister sur les mesures de type coercitive ou répressive. Le but ici n'est pas de déclencher un mouvement de fermeture massif des résidences privées pour personnes âgées au Québec. Le but est de s'assurer que tout le monde a des critères qui sont corrects et bien suivis et bien connus, mais également d'améliorer la qualité des services dans celles qui ont besoin d'avoir une amélioration. Et il faut se souvenir qu'il y a également des résidences dans lesquelles les services sont de bonne qualité. Bien sûr, mais si les propriétaires de résidences privées vous disent, pour rencontrer tous ces critères, ces services, l'amélioration des soins que vous voulez, on va devoir embaucher du personnel ou on va devoir payer pour les former, on n'arrive pas, on ne pourra pas arriver à donner tout ça et à continuer à faire un peu d'argent, parce que c'est des entreprises privées. Oui. Est-ce que vous êtes ouvert à des subventions pour leur permettre d'arriver? Nous sommes convaincus qu'avec le type de critères qui sont des critères évidents, quand vous allez les lire, vous allez voir, écoutez, une résidence qui ne satisferait pas ces critères-là, ça ne devrait pas exister. Des critères qui sont d'une telle évidence et d'une telle, je dirais, clarté, on est convaincu qu'avec les ressources actuelles, les résidences privées sont capables de les respecter, d'autant plus qu'on a... De les respecter tout en faisant leurs frais. Tout en faisant... Écoutez, c'est pas moi qui suis responsable de leur plan d'affaires, mettons-nous d'accord là-dessus, mais on a prévu également qu'il y aurait une certification qui serait à géométrie variable compte tenu de la taille de la résidence. Si vous avez une résidence à 9 personnes, par exemple, c'est pas la même chose qu'une résidence avec 200 personnes en termes de personnel, de ressources, d'encadrement. Et sans faire aucun compromis sur la base et la substance des règlements, on aura quand même un ajustement de la formule. Mais l'idée d'un financement public pour les résidences privées, pour le moment? Écoutez, on croit qu'elles peuvent le faire avec leurs ressources actuelles. On a beaucoup d'efforts à faire dans notre réseau public et c'est là que vont nos ressources en priorité. Philippe Couillard, vous êtes le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Je vous remercie. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Et beaucoup de santé. Merci. Merci. Au revoir. Puis... Bien, ça me fait rire, puis... Ça vous fait rire? Mais beaucoup... il y a des bonnes choses là-dedans, non? Mais c'est sûr, c'est rassurant, on n'a plus lieu de s'inquiéter. Bon, vous n'êtes pas convaincu. C'est engagé. Vous n'êtes pas convaincu? Bien, c'est pas que je ne suis pas convaincue, c'est à la lumière de l'expérience depuis des années. Et moi aussi, j'ai voulu croire aux paroles de M. Couillard, mais je ne veux pas du tout personnaliser le débat. Là. Non. Je pense que c'est un bonhomme qui, peut-être, quelque part, il veut faire des choses, mais je veux dire, entraîner la population dans un rêve comme ça, c'est absolument... Moi, je ne suis pas politique, hein, alors moi, j'appelle ça politique. C'est un jeu, c'est pas tenir compte de la réalité. OK, alors... C'est pas être réaliste du tout. Alors, on va se faire une petite pause, puis au retour, vous allez nous dire pourquoi vous ne trouvez pas ça réaliste. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Enrayer une mauvaise toux avec la puissance de Robitussin. Le mot pour dire à tes souhaits quand on tousse. On sait tous que le temps des fêtes, ça coûte cher. Mais avec les paniers Crisco, c'est plus abordable. Les paniers Crisco sont remplis de victuailles de vos marques préférées. Appelez simplement au 1-866-465-5338 pour votre catalogue 2006 gratuit. Et faites votre sélection à partir d'aussi peu que 3,75 $ par semaine, livré chez vous. Découvrez comment un Noël Crisco peut être vraiment magique et abordable.
Appelez maintenant pour votre catalogue 2006 gratuit. Et économisez pour un Noël magique avec Crisco. À l'amour. Comme à la guerre. La première grande série de Fernand Dansereau. Le Parc des Braves, dès le lundi 16 janvier sur Arte TV. L'Union Vie, groupe financier, est présent à toutes les étapes de la vie. C'est pourquoi nous avons élaboré autant de produits d'assurance et toute une gamme d'outils financiers. Offrez-vous une force pour la vie. L'Union Vie, une force pour la vie depuis 115 ans. Les résidences Quand je me suis installé aux Résidences Soleil, je savais que j'avais fait le meilleur choix. C'est tranquille, sécuritaire, il y a beaucoup de services sur place, on mange bien, on reste actif. Pour une personne comme moi, c'est parfait. Et je sens que j'ai plusieurs belles années devant moi. Je suis fier de le dire, j'ai trouvé ma place au soleil. Ma place au La marque Bénéfibre. Aucun goût, se dissout facilement et n'épaissit pas. Le choix est clair. Dimanche. Le visionnaire. Le leader. Le beau parleur. La vraie nature du politicien. Les coulisses du pouvoir. Une émission d'information avec Daniel Lessard, dimanche 13h et 18h sur RDI. De retour avec Hélène Rumac de l'organisme Handicap Vie Dignité. Madame Rumac, alors le ministre dit la loi 83 va obliger toutes les résidences privées à avoir un permis. Et pour avoir le permis, elles vont devoir rencontrer certaines exigences. C'est bon, ça, non? C'est ce que vous voulez, c'est bon ça, en non? théorie, pas du tout. Ça peut être ça ou d'autres choses. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient traités avec dignité. Alors que ça par un certificat, mais c'est pas possible. Pourquoi Parce qu'on n'arrive même pas dans les centres publics qui sont pleins de gens qui sont bien payés et de professionnels. On n'arrive même pas, tous les scandales là, qui sont éclatés, Oui. et même l'étude du ministre là, qui s'appelle « Visite d'appréciation de la qualité des services », qui est redondante. Hein? Ça, c'est l'enquête qu'il a fait après Oui, le oui, scandale oui. de Et ça, Saint-Charles-Borromée. oui, oui, Ils se sont promenés, puis ils ont découvert que c'était effectivement assez scandaleux. Oui, mais il y avait déjà tout ça, là. Hein? Les Ouais. infirmières s'étaient pleins, le vérificateur s'était plein, le conseil, il y avait tout ça en même. Et là, pour que ça paraisse bien, et c'est ça sa grande qualité au ministre Couillard, il est très rassurant. C'est un bon père à qui je me confierais, je veux dire, je me sentirais entre bonnes mains. Mais vous lui faites pas confiance. Mais je ne peux pas faire confiance parce que ça n'a pas de bon sens, puis ça ne tient pas compte de la réalité. Comment voulez-vous que, si on n'arrive pas à faire respecter les gens, à répondre à leurs besoins fondamentaux, puis c'est pas moi qui dis, là, c'est la HQ dans le temps qui dit, on ne répond qu'à 66 des besoins. Ça veut dire, comme disait le professeur Louis Plamondon de l'Université de Montréal, il manque 6 heures par semaine de soins. Si on n'arrive pas à le faire dans le public, si on n'arrive pas à le faire dans le public, comment on va le faire dans les résidences privées? C'est ça, où on a comptabilisé dans le public que chaque personne coûtait au moins 50 000 Dans le privé, vous pensez qu'on va arriver avec 1 000 par individu à donner ces services-là? Puis pire encore, c'est que dans le public, il y a ce qu'on appelle les examens, les vérifications, ou c'est l'équivalent d'un programme de certification beaucoup plus sévère. Dans les CHSLD? Ben oui, on appelle ça le conseil des agréments. Puis ils n'arrivent pas à... ce que vous dites, c'est que malgré tous ces contrôles... Ils ont tous obtenu le conseil d'agrément pour 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est coté correct. Dernièrement, pour ne venir qu'au dernier curateur public, M. Pierre Gabriel, qui est à la Rivière-des-Prairies, qui avait obtenu, je pense, une cote 3, qui est très bon. 3 ans d'agrément, ça veut dire, vous êtes correct pour 3 ans, les boys, allez-y. Hein? C'est quoi la déclaration de Pierre Gabriel? C'était quoi? C'est un mouroir comme il en existe fort peu, qu'il n'en existe plus. Et là, allez, promenez-vous là.
Allez dans les centres, ils ont tous leurs Fait agréments. que vous ne croyez pas au système de contrôle, vous? Bien, écoutez, là, on n'arrive pas Mais dans Mme Roumac, c'est quoi d'abord? Qu'est-ce qu'on fait? On a un ministère de la Santé avec beaucoup de fonctionnaires qui travaillent dedans. Et voilà. Il faut quand même, à un moment donné, que ces Vous gens-là... avez aussi les agences qui se mêlent à ça, hein, l'ancienne régie régionale. C'est plein sur la rue Saint-Denis, ici Non, mais à il dit Montréal. que le ministre dit que le protecteur des usagers, là, avec sa nouvelle loi, va pouvoir envoyer ses enquêteurs dans les résidences privées, aller voir ce qui se passe. Le protecteur des usagers, Mais vous ça ne faites, change vous quoi? ne faites pas confiance non plus au Vous pensez protecteur des qu'ils vont- usagers? Ben, ça change quoi? Pas les mécanismes de défense tels le curateur, protecteur des usagers, mettez tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant pour prévenir les abus et négligences? Ils ont fait des rapports. On en a. Même le ministre lui-même s'est garoché dedans, là. C'est beau. Mais quelle est la solution? Je pense que la solution, c'est une implication de notre population, pas une implication à outrance, mais de dire, bon, là, il n'y a pas pain, il y a maman, il y a mon oncle, il y a ma tante. Je vais aller checker qu'est-ce qui se passe là-dedans, là, puis je vais me joindre à un groupe qui est capable un peu de dire les choses. Pour pas se laisser, je veux Quel dire, groupe? Le vôtre? ben, le nôtre, ou qu'on en forme aussi, hein, dans le fond, on peut en former un peu partout en province. Vous voulez là. dire dans chaque institution? Non, pas chaque institution, s'il vous plaît, parce qu'à ce moment-là, on devient amis, on fait des On devient complice. absolument involontaires souvent, comme il existe présentement. Mais ce que vous dites, vous, c'est que, ultimement, c'est pas aux ministres ni aux fonctionnaires qu'il faut se fier. Il faut nous-mêmes, les Écoutez, parents, les amis, on peut pas être faire contre- le contrôle. Écoutez, on ne peut pas être contre la vertu. Est-ce que c'est Qu'on mette- réaliste, ça? Ben, moi, je pense que ça s'appelle une responsabilité. Mais là, il ne faut pas être contre la vertu. Qu'on mette là, des règlements de salubrité, je ne peux pas être contre ça, là. Hein? Non. On a vu des gens dans des misères effrayantes. Mais ça, c'est le bout OK. du bout, là. Oui. Qu'on en mette des règlements d'incendie, qu'on mette une hauteur, une rampe à 42 pouces au lieu de 24 pouces. Je ne peux pas être contre ça, là. Mais qu'on ne prétende pas que c'est ça qui va régler la situation. Hein? Puis qu'on ne prétende pas qu'on va être capable de vérifier les soins donnés à ces personnes-là quand on n'est pas capable de le faire dans les édifices publics qui déjà bénéficient largement des sommes d'argent requises. Quand le ministre dit, écoutez, c'est un mensonge. Quand il dit la formation là, dans le public, c'est réglé, c'est ce qu'il vient de dire, là. Ben, il a Que j'ai dit entendu. non, mais il a dit on a mis de l'argent dans les dernières Ouais, négos. c'est ça. Ça va nous 500 aider 000, à former. 500 000, ben oui, 500 000 pour 2 ans. À ce rythme-là, on va avoir fini de former les préposés dans 22 ans. À ce rythme-là, parce que ce qu'il n'a pas parlé, c'est le coût d'une formation, la façon dont ils le font maintenant. Mais monsieur, madame, tout le monde écoute ça puis dit, hey, ça s'améliore. Qu'est-ce qui s'améliore? On a mis 39 Il n'y a rien qui millions. s'améliore, Mme Rumac. Oui, je pense qu'il y a des choses qui Il y en a s'améliorent. quand même On en un parle. peu, Ben, là. écoutez, les médias lâchent pas le morceau, hein. À un moment donné, tu viens tanner de toujours te faire pointer. Alors, c'est les seuls chiens de garde qu'on a présentement, que les gens disent ce qu'ils voudront, c'est les médias qui lancent une chose, puis lancent une autre, puis Ça en fait, lancent ça une fait autre. bouger les En tout cas, directions générales. ça les force au moins à réfléchir, M. Drainville, au moins à réfléchir, puis peut-être à trouver des solutions. Ça peut être une petite solution, ça ne nuit pas. Au contraire, une chance qu'on a ces gens-là pour nous supporter un petit peu. Mais la solution, c'est qu'on ne me dise pas, là, c'est réglé, la formation est réglée. Le certificat d'accréditation, c'est réglé. Bien voyons, qu'est-ce qui est réglé? Qu'est-ce qui est réglé? Comment on va faire notre 2500 foyers? Présentement, il y en a, là, puis M. Couillard, tu vas être honnête, le sait très bien, il y a des noms d'édifices privés. Et l'agence régionale, la grosse régie, Oui. d'ici à Montréal, sur Oui, la oui. rue Saint-Denis, Ben, a on a plein de noms de foyers clandestins à qui elle réfère des clients parce qu'il n'y a plus de place en CHSLD public. Hein? Puis là, on vient jouer la Vierge offensive, puis on dit, au pire, on pourra les fermer. On ne veut pas les fermer, mais au pire, comment les fermer? On ne peut pas les fermer. Pourquoi on ne peut pas les fermer? Parce qu'on n'a pas de place. On n'a pas de place pour besoin de mettre place. nos personnes Absolument, âgées? absolument. D'autant plus qu'il a dit qu'il n'allait pas ouvrir d'autres Voilà. centres publics, là. C'est Centres là que- d'hébergement C'est public. là que c'est un peu immoral. En disant, ben là, on va aider les aidants. Comment vous allez aider les aidants? Les listes pour le maintien à domicile, là, pour avoir de l'aide au maintien à domicile, quand on vous donne 15 heures, vous avez quelqu'un qui est tout à fait dépendant, qu'on vous donne un maximum de 10 heures, 15 heures, 5 heures par semaine, puis que là, c'est un soin complet de base. C'est pas des scientifiques. Puis là, je vais croire ça. Je Madame ne peux Rumac. pas croire ça. Vous nous ramenez sur Terre, vous représentez Handicap Vie Dignité, puis, ben, vous êtes un petit chien de garde, vous aussi, on peut dire, hein? Ben, je pense qu'on a fait que ça. Bon, OK. Sonner l'alarme, puis je dois Ah. vous dire que c'est fatigant, peut-être. Nous Ah. autres, on est rendu un peu fatigués. Mais lâchez pas, lâchez pas. Bonne année en passant. Merci, vous aussi. Voilà.
demain, mesdames, messieurs, une émission spéciale de la part des choses. On aura autour de cette table 4 jeunes femmes qui sont candidates à l'élection fédérale pour la première fois. Vous allez pouvoir les appeler, hein, appel, courriel. Vous allez pouvoir leur demander pourquoi ils se sont lancés en politique, qu'est-ce qu'elles vous offrent, les idées de leur programme, comment se passe leur campagne, est-ce qu'elles aiment ça, comment elles se préparent à la défaite, peut-être à la victoire, on ne sait pas. Alors demain, rendez-vous 19h30 jusqu'à 21h. Allez, bonne soirée. RBI, le réseau de l'information de Radio-Canada. Lundi soir. Nouvelle-Orléans, 29 août 2005. Qui sème le vent, récolte la tempête. Katrina, la tempête politique, au grand reportage lundi 20h sur RDI. Je pratique le golf sur le circuit. What do you need to put your salad in? No. Don't you need something from up there? How are you going to get it? No, I'm not going to get it, please. The nice manners, though. Why don't you get out your, stool? Oh, Daddy! Whoa, whoa. Daddy! No. Why don't you put the spoons down first? No, go down. All right. Thank you. All right. Les services d'aide au foyer m'aident en me fournissant du personnel qui s'occupe des tâches quotidiennes, comme faire ma toilette et me vêtir, et les achats de nourriture et les visites chez le médecin. Bye, Dad. Sue. La paperasse est drôlement compliquée. Sue, let's pay your bills, Sue. So why don't you bring me your checkbook and your purse, please? L'aide financière dont Sue bénéficie émane de plusieurs milieux. Sa situation est précaire. You want to sit down? No, Dada. Elle touche d'abord un supplément de revenus. Does everything look good? Son loyer est régi par la section 8, c'est-à-dire qu'il est subventionné par le ministère du Logement et qu'il est surveillé par le comté de Los Angeles. Elle bénéficie aussi de services de protection 24 heures sur 24 parce qu'elle ne peut pas vraiment vivre seule. S'il y avait un incendie ou quelque chose, on ne peut pas compter sur elle pour réagir et sortir ou appeler le 911. Elle ne peut pas faire ce genre de choses. J'ai été très chanceuse ces 4 dernières années d'avoir Lisanne dans ma vie pour m'aider. On m'a demandé de prononcer une conférence le mois prochain lors d'une réunion. Lundi soir. Nouvelle-Orléans, 29 août 2005. Qui sème le vent, récolte la tempête. Katrina, la tempête politique, au grand reportage lundi 20h sur RDI. Jack Layton a subi une chirurgie dans une clinique privée au milieu des années 90 alors qu'il était conseiller municipal à Toronto, selon la presse canadienne. Le chef néo-démocrate dit qu'il ignorait à l'époque qu'il s'agissait d'une clinique privée. Stephen Harper s'est adressé à des centaines de partisans enthousiastes en banlieue de Toronto. Il a demandé à ses militants de l'aider à recouvrir la région de Toronto du bleu conservateur le 23 janvier. Un automobiliste de 51 ans est mort dans un accident rue Iberville à Montréal. Pour une raison inconnue, il a perdu la maîtrise de sa fourgonnette, puis il a percuté le pilier du viaduc du boulevard Saint-Joseph.
Les 9000 investisseurs floués de Norbourg devront patienter encore quelques semaines avant de recevoir un chèque. Il y a eu des représentations à la Cour supérieure aujourd'hui pour établir comment les 60 millions de dollars restants seront distribués. Au Proche-Orient, le Hamas abandonne l'article de son programme appelant à la destruction d'Israël. Le Hamas veut s'assurer de faire partie du prochain